Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Bonjour, bonjour Bon, et toutes, c'est tout bien. bienvenue dans ce webinaire contractualisé avec un fournisseur de l'économie sociale et solidaire. Quelle valeur ajoutée pour les collectivités? Euh, Conférence professionnelle qui vous est proposée par le groupe UP dans le cadre du salon ESS Sud, le salon professionnel de l'économie d'avenir, salon organisé par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, quel regard portent les collectivités territoriales sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire? Quelles initiatives sont prises par les acheteurs publics pour promouvoir des achats socialement et écologiquement responsables? Comment font les entreprises de l'économie sociale et solidaire pour se faire une place dans cet univers concurrentiel que constituent les marchés publics? Ce sont les thèmes qui seront abordés par nos invités lors de cette conférence. Nous les avons sélectionnés parce que ce sont des personnes qui se préoccupent de ce sujet de l'achat responsable et qui ne font pas que s'en préoccuper, qui agissent sur ce sujet-là. Je vais donc vous les présenter, faire un petit tour de table virtuelle de nos intervenantes. Alors tout d'abord, Maya Ribot. Maya Ribot, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, vous êtes acheteuse famille déchets propreté, chef de projet Spazer à la métropole Aix-Marseille-Provence. Alors on verra avec vous, pour ceux pour lesquels cet acronyme Spazer ne parle pas, on traitera de ce sujet-là et quels sont ses objectifs au sein de la métropole. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. On a également 2 représentantes de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Sabrina Yefsa, bonjour.
Bonjour. Vous êtes chef de service adjointe au service des achats de la région et vous êtes accompagnée de Clotilde Lecaux. Clotilde Lecaux, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous travaillez également au service achat. Alors toutes deux, votre intervention complétera la précédente, hein, celle de la métropole, puisque vous allez nous projeter sur un retour d'expérience sur la mise en place d'un SPASER. On voit que le président Muselier en parlait ce matin lors Tout de à son fait. intervention. Donc on est dans une forme de continuité dans les différentes conférences. Merci à toutes les deux de votre participation. On aura également Peggy Capdevielle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée régionale chargée du développement et de la communication à l'Union régionale des SCOP PACA Corse. Alors vous allez porter la parole des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour qu'on ait l'autre versant dans cette conférence, notamment les SCOP et les SIC. On a hâte de vous entendre et on vous remercie d'être présente également. Merci. Alors je co-animerai ce webinaire avec Frédéric aussi. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Tu es donc responsable régional des partenariats au sein du groupe UP et tu auras la parole pour nous présenter plus particulièrement le groupe UP. Avant de te la donner, je vais me présenter également. Je suis Guillaume Scarpari, je suis consultant en politique publique au sein du groupe UP. J'accompagne nos clients collectivités territoriales principalement dans la modernisation de leurs moyens de paiement destinés au versement d'aide sociale ou de politique de relance économique. Et juste avant de te donner la parole, Frédéric, je veux juste préciser aux personnes qui nous écoutent que vous avez à disposition un outil pour poser vos questions au fur et à mesure des interventions de cette conférence. On vous encourage à les poser vraiment au fil de l'eau pour qu'on puisse les regrouper et les compiler sur la dernière partie de cette intervention. N'attendez pas la fin pour les poser. J'en ai terminé sur les modalités d'organisation. Je peux te donner la parole, Frédéric. Tu vas pouvoir nous dire un petit mot sur UP et ça éclairera aussi notre choix de cette thématique, je pense. Très bien. Alors, oui, d'abord, je voudrais remercier chaleureusement nos participantes qui ont répondu à notre invitation parce que parler de ces sujets, c'est vraiment spécifique et c'est bien d'avoir vraiment des spécialistes de leur domaine dans nos interventions. Donc, merci encore. Le salon va bientôt se terminer. La journée passe très vite. Il y a plein de choses qui ont été dites, des choses très intéressantes. Il y a un point que je voudrais retenir, c'est que l'utilité sociale des entreprises de l'ESS est vraiment inscrite dans leur ADN. C'est-à-dire que cette démarche fondamentale, c'est leur raison d'être, c'est la raison pour laquelle elles ont été créées et c'est toujours le but de leur développement. Mais ça n'exclut pas la performance économique et la performance économique, en tout cas pour les entreprises de l'ESS, c'est toujours un moyen de servir l'intérêt collectif. Alors je pense que UP en est une bonne illustration. Alors UP, ça vous dit peut-être pas grand-chose si vous ne connaissez pas l'entreprise depuis quelques années. UP a été créé il y a déjà presque 60 ans, en 1964, en tant que coopérative. Donc, c'est une SCOP qui a été créée à l'époque par des gens qui étaient des militants et qui ont décidé de créer une entreprise qui avait déjà pour objectif et comme métier de créer, de développer des avantages sociaux pour les salariés en particulier. Et la création de cette entreprise s'est faite dans l'état d'esprit que tout son développement et tous les bénéfices qu'elle pouvait dégager ne profiteraient pas qu'à une seule personne ou à quelques personnes, mais seraient totalement réinjectés dans la vie de cette entreprise et profiteraient au collectif et en tout cas au moins à la totalité des personnes qui l'animent.
Donc c'est pour ça qu'elle a été créée en tant que coopérative, qu'elle a été développée dans ce sens-là. L'entreprise s'est beaucoup développée au fil du temps. Elle l'a fait par développement interne, par croissance externe, et pour atteindre aujourd'hui un groupe qui est un groupe international qui agit dans presque 30 pays et qui est composé de 3500 femmes et hommes, donc qui travaillent sur les différentes thématiques et les différents sujets portés par Up. Le cœur de métier de Up aujourd'hui, c'est de développer des solutions qui sont des réponses adaptées à l'expression des besoins des salariés et des employeurs, par voie de conséquence également des citoyens et des entités publiques comme les collectivités territoriales et l'État. Et de ces interactions permanentes, puisqu'on est tout le temps en relation avec les parties prenantes de notre écosystème, comme on dit, eh bien, en fait, sont nés nos dispositifs, le chèque déjeuner dès le départ, ensuite d'autres formules comme les chèques liriculture, par exemple, qui sont dédiés, comme leur nom l'indique, à l'accès à la culture, mais aussi, par exemple, les CESU, les chèques emploi-service universels, qui sont commercialisés chez nous sous le nom de chèque domicile. Donc, on voit que tous les produits que l'entreprise propose aujourd'hui sont nés de questions de société, finalement, autour de la consommation responsable, de l'accès à la culture, de la qualité de vie au travail. Et aussi, ça c'est plus en lien avec les collectivités territoriales, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, aussi dans le cadre de l'aide aux populations, par exemple, et le développement des politiques sociales, en tout cas leur application concrète auprès des populations, puisque les collectivités territoriales, par définition, sont au service des citoyens. Donc voilà, c'est un ensemble d'activités que je vous invite à découvrir plus en détail sur notre site internet, qui est www.up, donc up.coop, C-O-O-P. Et voilà, je pense qu'on va avoir des échanges très enrichissants autour de la thématique des échanges entre l'économie sociale et les achats publics. Ce sont des choses qui ont déjà été évoquées, mais je pense qu'il y a vraiment plein de choses à dire et plein de pistes d'échanges à trouver pour que je pense qu'il y a vraiment un intérêt commun. Voilà, donc puisque le salon ES Sud, c'est le salon de l'économie d'avenir, eh bien, construisons-la ensemble dans nos échanges qui vont suivre. Guillaume, je te rends Merci Frédéric pour cette intervention. Merci à toi Frédéric pour cette intervention et cette présentation. Je vais à mon tour donc passer la parole à Maya Ribaud pour la métropole Aix-Marseille-Provence. On va d'ailleurs commencer à utiliser la projection PowerPoint pour diffuser un support sur lequel vous allez vous appuyer. Et je vous donne la parole. Allez-y. Très bien. Donc, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup de nous avoir conviés, la métropole, sur ce webinaire dédié à l'économie sociale et solidaire. En effet, Guillaume, vous pouvez passer la slide d'après, ça ira nickel. Parfait, merci. Alors en fait, voilà, la métropole en tant que nous, grande collectivité, puisque voilà, on est un acteur public, une collectivité territoriale de premier plan, ainsi que la région, le département, etc. sur le secteur. Donc comme toutes les collectivités qui sont des donneurs d'ordre public et qui dépensons plus de 100 millions d'euros d'achats annuels, en l'occurrence la métropole, Aix-Marseille, c'est plus de 800 millions d'euros d'achats annuels. Et si on rajoute les DSP, donc les délégations de services publics, etc., les conventions, on arrive à 1,3 milliard d'euros d'achats annuels. Donc, d'autres collectivités ont déjà mis en place le SPASER, mais nous, donc le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, nous, en tant que métropole plutôt récente, on va dire, c'était le temps de se mettre en ordre de marche et de préparer un peu, voilà, d'installer nos
on va dire, notre fonctionnement, notre fonction achat également, et de se mettre en ordre de marche pour mettre en place le spazer. Donc, ce schéma, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais nous, en tout cas, c'est la structure, c'est la base, le fondement, on va dire, juridique, qui nous permet derrière d'enclencher on va dire une stratégie d'achat dédiée aux achats responsables, pour atteindre nos objectifs de développement durable. Donc, dans les différents fondements, on a le code de la commande publique, bien sûr. On a aussi la loi contre le gaspillage et l'économie circulaire. On a le plan de relance que la métropole a délibéré en 2020, relance et renouveau, et puis le dernier décret sur le réemploi qui est paru en mars 2021. Vous pouvez passer la slide suivante, Guillaume. Merci. Voilà, donc ça, c'est pour le fondement juridique. Donc, toutes les collectivités, ou en tout cas tous les donneurs d'ordre publics, qui rentrent dans cette, on va dire, dans cette tranche de dépenses, se doivent de se doter de ce schéma. Alors, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, mais nous, on le voit vraiment comme un bénéfice, en tout cas, comme on va dire, une structure qui apporte des bénéfices multiples, et notamment sur tous les achats responsables, mais auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc nous, en fait, ce spazer, il va nous permettre de former nos prescripteurs sur le SS, parce que tous ne sont pas forcément au fait des particularités, des statuts, des compétences, de la technicité du marché fournisseur et de l'existence du marché fournisseur sur le territoire. Donc déjà, on a une partie formation. Ensuite, bien identifier les secteurs porteurs en amont. Donc, on va travailler pour aller accompagner nos prescripteurs. Alors, je vais décrypter, les prescripteurs, ce sont les directions opérationnelles qui vont exprimer les besoins et qui vont formuler les futurs marchés publics qui seront ensuite publiés et auxquels les acteurs de l'ESS répondront au travers de nos plateformes de marché public. Donc, le but, c'est de savoir bien identifier quels seront les secteurs porteurs pour ensuite, du coup, adopter les bons outils de la commande publique, parce que nous en avons quand même pas mal à notre disposition, mais tous ne sont pas légitimes ou intéressants à mobiliser, et tous ne sont pas adaptés en fonction, on va dire, du marché fournisseur que nous souhaitons solliciter. Donc le but, en tout cas pour la collectivité, c'est de permettre de jouer son rôle de soutien à l'économie locale, et notamment auprès des acteurs de l'ESS, donc en utilisant ces différents outils. Ensuite, l'objectif de ce spazer, c'est clairement de favoriser l'insertion par l'activité économique, puisqu'on sait que les structures, que ce soit les ESAT, les EA, donc les entreprises adaptées, ou les structures par l'insertion par l'activité économique, en tout cas, représentent une partie importante de ces acteurs de l'ESS. Et on est là aussi, le but en tout cas de ce spazer, c'est de permettre de soutenir l'économie sociale et solidaire dans sa globalité, au travers de nos différents outils. Donc il y a un gros travail à réaliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait quasiment 2 ans en fait qu'on est en train de travailler sur la structuration de ce schéma. Là, on est vraiment dans la phase finale, puisque on va projeter, l'objectif, c'est de délibérer ce spazer sur la fin du mois de juin 2021. Donc on est vraiment en phase finale, et on a mis en place tout un processus, on va dire, d'itération collaborative avec les différentes directions opérationnelles, les différents services techniques, les différents métiers aussi, pour avoir une approche globale et qu'on ne soit pas avec un schéma qui vienne simplement d'en haut. Et on voulait vraiment qu'il y ait une cohérence, en tout cas, avec la réalité opérationnelle, pour qu'on ait une vraie adhésion en fait, et un vrai effet boule de neige au sein de la collectivité. On part pas de zéro, la métropole pratique déjà, en tout cas, les achats responsables à différents niveaux. Notre objectif, c'est vraiment de passer la seconde, si je puis dire, pour vraiment arriver à adresser un maximum d'achats, on va dire, sur des secteurs responsables, et d'utiliser les bons outils, que ce soit environnemental, social ou bien économique. Donc,
là, on a organisé différents ateliers qui nous ont permis en fait de travailler sur un document qui sera délibéré sur le mois de juin. Et du coup, on voulait aussi vous partager des exemples de bonnes pratiques qui ont déjà été, voilà, qui représentent nos pratiques au sein de la métropole. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près 5% de nos fournisseurs qui sont issus de l'ESS sur la totalité de nos fournisseurs. Donc, on a à peu près 2500 fournisseurs actifs. L'ESS représente 5% de nos fournisseurs et on a également une bonne partie de nos fournisseurs qui sont, vous voyez, à peu près un peu plus qu'une bonne moitié, qui sont issus de la région PACA. Donc, ça représente bien, en fait, la réalité, c'est-à-dire que nous, fournisseurs, nous travaillons avec l'économie locale. Et en plus de ça, on a déjà un travail qui est réalisé, une attractivité auprès des entreprises de l'ESS. Donc des exemples concrets qu'on voulait vous partager et en tout cas que j'ai choisi qui représentent des actions récentes, on va dire, de la métropole. Donc où il y a eu la distribution des paniers solidaires pendant la crise sanitaire avec ADAPT 13. Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. Hein, c'était pour permettre aux plus démunis et aux familles dans le besoin de bénéficier de produits frais. Donc, on a fait travailler les agriculteurs du territoire et on les a fait distribuer avec ADAPT 13. Ensuite, on a mis en place une expérimentation qui va commencer là d'ici 1 à 2 jours pour la collecte et le traitement des biodéchets sur les territoires du Marseille. Nous avons choisi en fait d'expérimenter la collecte sur quelques secteurs de Marseille. Et ce sont les alchimistes qui ont remporté le marché puisque nous avions publié ce marché aux alentours du mois de octobre 2020 de mémoire. Et voilà, donc ça c'est un très bon exemple de on va dire vraiment, c'est là aussi, c'est ce que je voulais préciser, c'est que nous, pour nous, l'ESS, c'est aussi l'occasion de pouvoir compter sur des fournisseurs qui ont des compétences précises et qui peuvent aussi intervenir sur des domaines où on obtiendra peut-être plus de spécificité, plus de technicité que des entreprises peut-être qui seront plus généralistes. C'est le cas notamment dans les déchets, on a des cas assez précis d'entreprises qui sont très savantes, on va dire, sur le secteur. Et enfin, et ça c'est vraiment très important, nous avons conventionné avec le GESAT pour 2021, donc c'est l'association qui représente, le réseau qui représente le secteur protégé et adapté en France. Et nous avons conventionné avec eux pour l'année 2021 pour qu'ils nous permettent d'adresser davantage d'achats en fait et de commandes aux services protégés, au secteur protégé adapté. Là, on veut vraiment travailler sur notre exemplarité de métropole, on va dire inclusive, et aussi pour permettre eh bien d'augmenter notre part d'achat responsable et de faire notre part du travail en termes d'inclusion. Donc voilà, ça c'était vraiment des exemples qui me semblaient importants de partager et qui représentent la volonté en tout cas très claire de la métropole Aix-Marseille d'avancer dans une stratégie d'achat responsable, évidemment, mais d'être clairement dans l'inclusion. On a de très gros objectifs en termes d'inclusion. Et puis, voilà, de travailler avec les entreprises du secteur et de pouvoir bénéficier de ce terreau qui est très fertile d'entreprises dans l'innovation, mais aussi bien dans l'insertion sociale. Enfin, voilà, sur tous les domaines dont on pourra bénéficier pour l'ESS. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter, moi, en tout cas, comme travail réalisé par la métropole. Donc, on est en plein chantier. Le Spazer, c'est pour très bientôt. Et on espère vraiment, en tout cas, que cette nouvelle ère, on va dire que c'est un peu ça, hein, parce que c'est quand même un gros chantier de mettre en place un Spazer pour une métropole comme la nôtre. Ça devrait vraiment augurer, en tout cas, de très bonnes choses pour le secteur de l'économie sociale et solidaire du 13. Voilà. Merci pour votre intervention. C'était très, très intéressant et très ciblé sur le créneau qu'on a défini. Et je pense que les personnes qui nous écoutent sont assez attentives à ce que vous avez dit avec cette nouvelle ère qui s'ouvre. Je pense que voilà, cette conférence arrive à point nommé pour passer les messages que vous avez voulu passer au niveau de la métropole. Donc, encore merci pour cette intervention. Je fais un petit rappel pour les personnes qui nous écoutent. Vous pouvez toujours poser vos questions
pour que nous puissions les passer ensuite à nos intervenantes. On les prendra plutôt en fin d'intervention, hein. Là, on va maintenant passer à la deuxième intervention, qui est celle de la région Sud, où là, vous voyez, il y aura une forme de continuité, puisque je pense qu'on va continuer à te parler de Spazer. Tout Je à fait. reprends le PowerPoint pour que là aussi l'utiliser pour vous. Hop. C'est celui-ci. Je peux vous donner la parole, je pense. Parfait, merci. Effectivement, on va continuer sur la thématique du Spazer, mais sur l'étape suivante, si on peut le dire, puisqu'en fait, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur a adopté en fait son Spazer dès 2017. Donc schéma qui s'intitule, enfin le Spazer pour la région, il s'intitule donc schéma régional de promotion de l'achat responsable. Donc dans le cadre de ce schéma, différents objectifs ont été définis, hein. Donc vous pouvez les voir sur la slide, hein, la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique, la minimisation de l'impact environnemental dans nos achats et favoriser l'intégration sociale et professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Alors, dans ces objectifs, vous pouvez voir qu'ils relèvent aussi bien du levier environnemental que social, puisqu'en fait, l'achat responsable est pour nous plus large, hein, que l'ESS. Voilà, et on se fonde donc sur les 3 piliers du développement durable. Donc l'environnement, le social et l'économique est quant à lui assuré par les schémas de développement économique mis en œuvre et adoptés par la région. Voilà, donc après avoir adopté ce schéma, comme tout schéma, on a des objectifs et des indicateurs qui sont assortis en fait à ces objectifs, indicateurs chiffrés. Pour nous, donc, on a pour tâche, notamment au service achat de la région, de suivre ces indicateurs. Donc c'est un travail au long cours, hein. Donc finalement, la mise en œuvre de ce schéma au sein de la collectivité constitue en fait un management de projet. C'est vraiment un travail au long terme. C'est vraiment un projet qui se construit en transversalité complète avec les services. Les différents services opérationnels et non pas uniquement la direction de la commande publique et des achats. Donc pour ça, on accompagne les services dans leur montée en compétences sur ces thématiques et dans la définition des leviers à mettre en œuvre. Donc peut-être qu'on va passer à la slide suivante et je vais donner la parole à Clotilde qui va pouvoir nous expliquer ce qui est mis en œuvre. Oui, merci beaucoup Sabrina. Hop, super. Donc oui, du coup là c'est plus au niveau opérationnel, comment faire la relation entre les services opérationnels, le service achat et les acteurs du territoire. Donc c'est vrai que du coup à notre initiative, on a mis en place un groupe de travail entre nous, du coup les acheteurs et les différents services opérationnels pour justement permettre de les sensibiliser, de pouvoir échanger sur les démarches, de comment ça se passe, comment on peut les aider, comment on peut changer justement vers des pratiques plus responsables. Donc on a mis en place ce groupe de travail avec des webinaires et aussi un réseau de référents pour chaque direction pour avoir des points de contact justement et faciliter les échanges. On a mis en place du coup un outil qui s'appelle la fiche achat responsable. Et en fait, elle va devenir obligatoire pour chaque DCE, donc chaque dossier de consultation, dès une nouvelle demande d'achat. Donc en fait, dès qu'un service a un besoin, il devra joindre la fiche achat responsable. Et cette fiche permet de sélectionner des leviers de développement durable. Donc on a mis jusqu'à 4 leviers. Bon, après ça peut aller plus loin et on a prédéfini à peu près 20 leviers de développement durable. On peut aussi suggérer de nouveaux leviers. Et donc, c'est sur tous les aspects, donc les aspects écologiques, les aspects sociaux. Et ensuite, après, le service peut nous fait parvenir la fiche achat responsable et on voit comment on peut intégrer ces leviers ou ces critères dans les marchés. Donc, ça, c'est toute la partie globale achat responsable. Après, on a aussi une partie qui est plus ciblée sur l'insertion sociale et les clauses d'insertion sociale, les clauses d'insertion professionnelle.
Et donc ça, on essaye justement que ça aille un peu, que ça soit vraiment un échange entre tous les acteurs, c'est-à-dire que d'un côté, pareil, on est en train justement de sensibiliser les services pour leur expliquer en quoi ça consiste, quels sont leurs rôles dans la mise en place des clauses, pour vraiment identifier qui fait quoi. Et je pense que c'est très important d'expliquer aux services les rôles de chacun. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est dès qu'il y a un besoin, les services peuvent venir nous voir et nous dire bon, on a identifié tel type de marché, on pense qu'on peut insérer une clause sur ce marché. Nous, ce qu'on peut faire aussi en amont, c'est dès le recensement de chaque année, donc dès chaque fin d'année ou chaque début d'année, on peut regarder justement les types de marchés qu'on a en fonction des services, donc en fonction aussi du montant et en fonction de la durée du marché. Et on peut présélectionner des marchés et aller demander au service opérationnel si ils pensent qu'on peut mettre une clause. Et tout ça, c'est aussi en relation avec vraiment le réseau des facilitateurs. Donc les facilitateurs, c'est ceux qui sont sur place, sur le terrain et qui sont en relation avec les entreprises. Donc nous, le service achat, on est en relation avec eux et de façon constante. Donc vraiment, on peut leur demander à chaque fois le nombre d'heures d'insertion qu'on pourrait mettre sur chaque marché, sur chaque type de marché aussi, parce que j'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai que on a tendance à cibler plus les marchés de travaux ou de nettoyage, mais en fait, ça peut vraiment toucher tout type de marché et on essaie justement d'élargir ce champ de vision et d'aller de plus en plus vers les services ou la formation. Donc, on travaille vraiment main dans la main avec les facilitateurs de la région et qui sont vraiment au plus proche du territoire. Donc, par rapport à ça, voilà, je pense qu'on a vu un petit peu tous les outils qu'on a mis en place. Je pense que c'est bon, Sabrina, je ne sais pas si tu vois autre chose. Tu as ton micro coupé. Pardon, excusez-moi, j'avais coupé pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Effectivement, sur les outils, on en aura forcément certainement de nouveaux à développer ou à mettre en place. En fait, ce qu'on voulait illustrer par ces propos, c'était surtout le fait que finalement, on adopte un schéma, mais après, il faut le faire vivre. Et pour le faire vivre, on a vraiment besoin de travailler en collaboration avec les services. Donc, c'est vraiment un travail participatif. Hein, la mise en œuvre de cette démarche achat responsable mobilise tous les acheteurs, en fait, nous représentons dans tous les services régionaux. Et on a également besoin de travailler main dans la main avec nos partenaires extérieurs. Donc les facilitateurs, comme l'a dit Clotilde. Et puis l'idée, ce serait aussi de mieux connaître, alors le secteur économique, le tissu économique, bien entendu, mais tout particulièrement les acteurs de l'ESS. Et donc on réfléchit actuellement à aller plus vers eux, peut-être les têtes de réseau, pour mieux connaître leur secteur d'activité, mieux les identifier. Et parallèlement également les amener à mieux connaître la commande publique. Alors on sait qu'aujourd'hui il y en a quand même un certain nombre qui sont sensibilisés à la commande publique, c'est vraiment une opportunité pour eux, mais on a un dialogue à instaurer et on a une connaissance mutuelle à améliorer. Voilà, on n'a pas parlé aussi effectivement du sourcing qui est réalisé, qui est pratiqué très régulièrement sur les achats, pour les achats donc effectués par la région. L'idée, c'est également d'améliorer ce sourcing en incluant systématiquement des acteurs de l'ESS. Voilà, peut-être quelques chiffres. Alors rapidement, en 2020, on a 11% donc des fournisseurs régionaux qui sont des acteurs de l'ESS, des opérateurs de secteur. Donc c'est un taux qui est intéressant, mais qu'on souhaite améliorer quand même dans les années à venir. C'est pour ça qu'on a des objectifs ambitieux là qui nous sont fixés et on va s'en donner les moyens. Peut-être aussi quelques exemples. Alors, comme l'a dit Clotilde, on travaille sur la prise en compte de l'achat responsable dans les clauses, dans les spécifications techniques, des marchés. Également dans des critères de notation lorsque ça se justifie, lorsque c'est lorsque c'est intéressant et que ça nous permettrait de valoriser peut-être certains engagements en éco-responsables, et puis également par les marchés réservés. Alors,
On a jusque-là effectivement travaillé sur des domaines classiques, comme ça a été dit juste avant par Clotilde. On a aussi quelques domaines d'activité, quelques marchés un peu plus intéressants. Alors c'est rigolo parce que juste avant on a parlé des alchimistes qui travaillent pour la métropole, effectivement pour la collecte des biodéchets. Côté région, on a également passé un marché en groupement de commandes régions et lycées pour l'équipement en fait de certains lycées de déshydrateurs thermiques et la collecte des biodéchets. Et donc les alchimistes font partie du groupement de commandes qui ont porté ce marché. Donc on voit qu'ils sont quand même bien positionnés sur le territoire. C'est intéressant de le noter puisque, comme ça a été dit, ils ont vraiment une spécialisation dans certains domaines. Enfin, les acteurs de l'ESS sont vraiment spécialisés dans certains domaines, notamment dans les déchets. Ils ont une expertise intéressante. Voilà. Autre domaine qu'on peut citer, peut-être, c'est l'alimentation. On a lancé un projet en 2020 d'alimentation de qualité pour 40 lycées du territoire régional. Parmi les différents marchés qui ont été lancés, on a une coopérative agricole qui a décroché un des marchés. Donc aujourd'hui, on a un acteur important de l'ESS, voilà, qui fournit 40 lycées en alimentation donc de qualité, à savoir fromage et yaourt, fermier. Et puis sur ce projet, on a valorisé également l'implication de ces acteurs dans des circuits courts. Donc systématiquement, nous n'avons qu'un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Voilà rapidement pour les petites illustrations qu'on peut faire. On est à votre disposition pour la suite, pour d'éventuelles questions si vous le souhaitez. Merci à vous pour cette intervention. Effectivement, c'est intéressant de voir qu'il y a des passerelles qui se font entre les différentes interventions, les différentes collectivités suivant les étapes auxquelles on en est. On voit quand même que les sujets se posent de manière parfois similaire, ou en tout cas il y a des points de convergence. C'est assez intéressant de le noter. Et bon, ça soulève peut-être quelques questions. En tout cas, moi, ça en soulève dans mon esprit. On verra si les participants n'en posent par ailleurs sur le système de questions de la conférence qui est à votre disposition. N'hésitez pas à l'utiliser. On gardera le temps de la toute fin de conférence pour exprimer ces questions et solliciter nos intervenantes sur ce point. On va maintenant passer, merci à vous pour l'intervention, on va maintenant passer à l'intervention de l'Union régionale des SCOP. Là, c'est en versant collectivité territoriale, là on porte la parole des entreprises du secteur. Je vais à nouveau utiliser la présentation pour vous donner la parole, Peggy Capdevielle. Allez-y. Merci. Oui, donc je vais pouvoir, moi, vous présenter l'autre côté du miroir, c'est-à-dire ce que sont les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et plus particulièrement les SCOP et les SIC. Et je vais rebondir sur les deux interventions précédentes qui mettaient en avant l'importance peut-être de faire du lien entre les acteurs de la commande publique et les acteurs du marché. Par le biais peut-être des têtes de réseau. Donc, bien sûr, on est à votre disposition si on peut faciliter la mise en place de ces schémas. Merci de passer à la slide suivante. Moi, ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est vous présenter particulièrement les SCOP et les SIC, donc qui sont des formats de sociétés coopératives, rappeler un peu les grands principes de ce que sont ces entreprises-là et vous expliquer comment ces entreprises-là peuvent être pertinentes comme entreprise responsable, entreprise de l'ESS qui peuvent répondre à la commande publique de façon pertinente. Alors, pour venir sur les SCOP en premier lieu, donc ce sont les sociétés coopératives et participatives. Le principe, c'est que ce sont des sociétés comme le groupe UP d'associés, de salariés associés dans leur entreprise, c'est-à-dire détenteurs de parts sociales et participants à la gouvernance de l'entreprise. Donc, on a des sociétés, on en a 300 sur le territoire régional. On a des sociétés qui sont gouvernées par leurs salariés. Ce sont donc des emplois du territoire avec des décideurs du territoire, puisque ce sont les mêmes personnes, à la fois salariés et associés de leurs entreprises, qui gouvernent, développent et organisent ces sociétés coopératives. Basées sur un principe de gouvernance démocratique, comme toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire un associé égale une voix, quel que soit le pouvoir, quel que soit plutôt le nombre de parts sociales détenues, le capital détenu.
Et on a des sociétés qui, de fait, étant des sociétés dont les emplois sont sur les territoires et dont les décideurs sont sur le territoire, sont des sociétés au service de l'économie du territoire, tant en termes de citoyens salariés qui vont utiliser les services proposés localement, que d'entreprises qui vont développer une économie locale autour d'eux. Deuxième point, ce sont aussi des entreprises qui sont solides et qui sont pérennes. On a un taux de pérennité de ces entreprises-là à 3 ans, par exemple, qui est de 76% contre 71% pour l'ensemble des entreprises nationales. Cette pérennité s'explique par 3 points. Le premier, c'est que ce sont des salariés qui travaillent pour leur propre entreprise et qui gouvernent leur société. Donc, ils travaillent pour eux, en fait. Donc, il y a une implication, un investissement qui permet ce taux de pérennité. Le deuxième point, c'est qu'on a une grosse partie des bénéfices qui sont générés chaque année qui restent dans le projet, ce dont parlait M. Villeray tout à l'heure, qui vont nourrir le projet, qui vont permettre de consolider les fonds propres des entreprises, augmenter leur capacité d'investissement, d'emprunt, les consolider aussi en période de difficulté, comme on peut le voir à l'heure actuelle. Et enfin, on a des entreprises qui ne sont pas seules, puisqu'elles sont fédérées au sein d'un réseau dont je fais partie, et qui aident ces entreprises-là, tant en termes de conseil, de gestion, de droit, que de financement aussi, puisqu'on a des outils financiers auxquels participe notamment le conseil régional, qui aident les entreprises tout au long de leur vie. Autre point également intéressant, ce sont des entreprises que l'on trouve dans tous les secteurs d'activité. Une SCOP, ce n'est pas un secteur d'activité, c'est un modèle entrepreneurial. Et ça peut s'exercer dans tous les secteurs d'activité. Donc, historiquement, on en avait beaucoup dans le bâtiment, on en a eu pas mal dans l'industrie aussi, ça s'explique par différents points historiques qui remontent, puisque les SCOP, ça remonte au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, on a des entreprises présentes dans tous les secteurs d'activité de l'économie classique, beaucoup dans les services, beaucoup dans la formation, dans les bureaux d'études, dans la communication, mais aussi toujours dans le bâtiment, toujours dans l'industrie. Voilà. Et enfin, un point aussi sur lequel je voulais venir, qui est, on a souvent l'idée d'une SCOP qui est une entreprise qui est reprise, qui est en difficulté et qui est reprise par ses salariés au tribunal. Alors ça représente à peu près 3% de nos sources de création de SCOP. Une SCOP, c'est souvent, la majorité des cas, c'est une entreprise qui est créée par des créateurs d'entreprises qui se réunissent et qui créent une SCOP à partir de rien et qui développent leur projet. C'est également des entreprises qui sont transmises à des entreprises existantes dont le dirigeant, par exemple, part à la retraite et va vendre l'entreprise à ses salariés qui vont la racheter sous forme de SCOP. Et nous participons dans ce cas-là possiblement au financement. Et c'est aussi des associations qui se transforment en SCOP quand le projet économique le nécessite ou le projet de gouvernance aussi, qui peut avoir besoin d'associer les salariés au projet. Voilà un petit peu un tableau rapide sur ce qu'est une SCOP et comment elle se situe sur ce marché de l'entreprise responsable et de l'apporteur responsable. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, Guillaume? Merci. Pour avoir quelques exemples de SCOP du territoire ou plus largement au niveau national, puisqu'on regroupe le groupe UP et d'autres, comme l'école de conduite française ou Alternative économique. On a aussi des entreprises régionales dont certains connaissent déjà la commande publique, mais c'était aussi pour vous illustrer des activités différentes. ATEM, c'est de l'industrie, Alter Ego, c'est du conseil sur l'égalité professionnelle, Jojoba, c'est un biocop, le CAM, c'est une clinique. Voilà, je passe, je vais faire bref pour pouvoir aborder plus longuement, rapidement aussi, mais les SIC. Donc, les SIC, c'est un autre schéma d'entreprise, ce sont aussi des sociétés coopératives, on est sur du marchand, mais c'est un autre schéma, un autre mode de fonctionnement, c'est la société coopérative d'intérêt collectif. Alors, la SIC, elle met dans son objet plus particulièrement l'utilité sociale, puisqu'on retrouve, les SIC doivent obligatoirement être insérés au service du développement local auprès des citoyens d'un territoire. On retrouve donc des activités dans l'environnement, la culture, la santé, l'énergie. On verra quelques exemples après. On a le grand principe de la SIC, c'est d'associer son écosystème au projet. C'est-à-dire que c'est des parties prenantes de l'écosystème qui sont au capital, qui détiennent les parts sociales et qui participent à la gouvernance du projet. On doit avoir des producteurs, des bénéficiaires, d'autres catégories d'acteurs.
issus de l'écosystème. On peut aussi avoir, et c'est le cas dans bien des SIC, des collectivités territoriales qui sont associées dans des projets de SIC et qui participent directement à la gouvernance. Voilà. Toujours une gouvernance démocratique, économie sociale et solidaire, un associé égale une voix. On a également des entreprises qui sont très pérennes, et là, c'est encore renforcé par rapport au scope. On a la quasi-totalité des bénéfices générés au cours de l'année qui restent en fonds propres dans l'entreprise et qui servent le projet dans la durée. Et donc, je reviens sur l'aspect utilité sociale au service d'un territoire. Ce sont vraiment des entreprises du territoire parce qu'elles s'inscrivent dans le développement local, parce qu'on a toujours des salariés et des décideurs d'un écosystème local avec potentiellement les collectivités locales qui s'inscrivent dedans. Donc, si on peut passer à la slide suivante pour quelques exemples. Merci. Donc là, on retrouve des acteurs qui connaissent aussi déjà, pour certains, la commande publique. On va trouver la filière des boulangeries solidaires avec Boussole, les Esprits Libres, c'est un collège Montessori, Enercop, que beaucoup de monde connaît, qui œuvre dans l'énergie renouvelable, la Friche de la Belle de Mai à Marseille pour le patrimoine culturel, Ocra également à Roussillon pour le patrimoine culturel, Estias, des services à la personne, la promotion immobilière avec Urban Coop. Bon, je passe tout ça assez rapidement, mais on est toujours sur des projets d'utilité sociale qui associent son écosystème dans le projet. Voilà, j'ai quasiment terminé. Juste en rappel, donc on a des entreprises du territoire. On est vraiment sur l'entreprise locale au service de son territoire. Des entreprises fiables et pérennes, on l'a vu, ce sont des entreprises qui mettent une grosse partie, voire quasiment la totalité de leurs profits, de leurs bénéfices dans le projet, qui restent en fonds propres dans l'entreprise, et des entreprises socialement responsables qui vont œuvrer pour leurs salariés et pour leurs citoyens dans leur périmètre territorial. Voilà. J'ai presque terminé. Une dernière slide sur quelques chiffres, mais je vais aller très vite là-dessus, si je peux l'avoir. Merci. Donc, en France, c'est à peu près 3600 entreprises. On est presque à 70 000 salariés. 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En PACA, on a 300 scopes et SIC confondus pour 3200 salariés. La répartition géographique, beaucoup dans les Bouches-du-Rhône. Les territoires alpins sont toujours avec une très belle dynamique. Les Alpes-Maritimes aussi. Et après, c'est plus anecdotique. Et la répartition par activité, ça on l'a vu tout à l'heure pour les scopes, on est vraiment sur tous les domaines d'activité, donc on peut concerner tous les domaines de la commande publique. Voilà, la dernière slide présente mes coordonnées. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention qui complétait là aussi les interventions de nos collectivités précédemment. On voit là aussi des liens entre l'engagement de ces entreprises, l'expertise aussi. On voit que dans les différentes interventions, ça ressort. Et puis bien sûr, le maillage territorial qui ressort très fort et l'engagement local. Merci pour cette intervention qui était éclairante. Je vais passer la parole à Frédéric, là, qui a observé les questions, et puis on va utiliser les quelques instants qui nous restent sur cette présentation pour essayer d'en traiter quelques-unes. Oui, alors il y a des questions qui sont liées à la nature même des entreprises de l'ESS, c'est-à-dire dans l'ESS, il y a beaucoup de petites structures qui sont pas forcément bien informés et qui ne sont pas aguerris, si on peut dire, à l'approche de la commande publique. Donc la question, ce serait d'une part sur le plan de l'information, c'est-à-dire comment ces structures peuvent se tenir informées, pouvoir saisir des opportunités de répondre à la commande publique, et par ailleurs, comment on peut, alors c'est un peu une autre problématique, mais comment on peut les former en quelque sorte, parce que la commande publique, souvent, c'est spécifique, ça peut paraître comme relativement complexe à aborder. Donc, comment on pourrait avancer sur les questions d'accès un peu plus facilité à ces démarches? Moi, je Je sais pas qui peux peut répondre.
peux proposer une réponse pour la métropole. Alors, en effet, la problématique des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, finalement, c'est une problématique assez commune aux entreprises. C'est l'accessibilité à la commande publique, la complexité des process, la difficulté d'avoir le bon interlocuteur. Enfin, voilà, on peut comprendre largement ces freins ou en tout cas ces réticences, voire la non-connaissance du secteur. Donc nous, en fait, on a publié un guide qui est le guide entreprise, qui s'adresse à toutes les entreprises. On l'a publié sur les réseaux, mais je pense qu'il est aussi systématiquement mis dans les consultations sur notre profil acheteur sur les marchés publics que nous publions, qui permet aux entreprises de retrouver en tout cas les bons outils et les bons réflexes pour aller se débrouiller dans le process global de nos publications. Les endroits où aller, comment remettre les pièces, qu'est-ce qu'ils doivent rédiger, qu'est-ce qu'ils doivent joindre, à quelle période, les acronymes, enfin voilà un peu le guide comment se débrouiller dans la jungle des marchés publics de la métropole. Donc ça, c'est un guide qu'on a produit et qui permet normalement d'apporter un maximum de réponses. On est aussi là pour répondre, je dirais, à toutes les questions et l'équipe, enfin en tout cas les acheteurs du service achat de la métropole, je parle des acheteurs famille, enfin voilà, ceux qui sont en charge, comme moi par exemple, moi je suis acheteuse déchets. On a quand même toute une équipe d'acheteurs qui sont dédiés à ce sujet, enfin chaque thématique. Et on est aussi là pour être présent sur les événements qui font rencontrer les entreprises du territoire et les donneurs d'ordre. Donc il y en a pas mal. Donc voilà, on essaie vraiment de répondre à un maximum de questions, mais le guide qui s'appelle Guide aux entreprises est là pour répondre à ces questions et permettre peut-être d'aiguiller un petit peu plus les entreprises, et notamment les petites qui sont moins rodées à l'exercice pour répondre à nos publications et à nos marchés publics. Peut-être si je peux me permettre d'apporter un petit complément. J'ai mis dans le chat un lien vous permettant d'accéder en fait à une plateforme mise en place par la région, mais qui regroupe en fait tous les avis de mise en concurrence publiés par les acheteurs régionaux, donc tous les opérateurs présents en région, donc que ce soit l'État en région ou les acheteurs régionaux, pardon. Donc cet agrégateur vous permet de retrouver tous les avis de mise en concurrence publiés et permet aux entreprises en fait de faire des recherches par territoire, par mots-clés, par type de marché, et leur permet également de créer des alertes. Donc en fait, ils peuvent créer une alerte par type de marché, territoire, mots-clés, et quand un avis de mise en concurrence est publié sur la thématique choisie, automatiquement ils reçoivent un mail. Donc, c'est un outil à disposition des entreprises. Faut qu'ils s'en saisissent et qu'ils s'inscrivent, qu'ils n'hésitent pas à s'inscrire. D'accord, très bien. Merci pour vos réponses. Moi, j'ai une autre question par rapport à un autre aspect de la commande publique. Alors, vous parliez des SPASER tout à l'heure. Donc, ces plans comportent un certain nombre on va dire de critères qui peuvent être différenciants et pour mettre en lumière les qualités des entreprises de l'ESS, par exemple. Alors, il y en a notamment sur la partie environnementale, d'autres sur l'inclusion. Mais il y a quand même un très grand nombre d'entreprises de l'ESS qui n'ont pas spécifiquement des critères environnementaux ou qui n'ont pas de démarche d'inclusion de personnes en situation de handicap. Donc, sur comment ces critères peuvent évoluer. Vous parliez de sourcing tout à l'heure. Donc, voilà, quel est en fait l'état de votre réflexion sur ces points-là pour, entre guillemets, ne pas limiter les critères différenciants aux seuls critères environnementaux et d'inclusion. Ben, je peux. Allez-y.
Non, non, allez-y. Non, de manière très large, effectivement, c'est pour ça qu'on avait évoqué le sourcing, c'est que on a besoin de mieux connaître en fait l'activité de toutes ces structures pour ne pas les pénaliser en fait dans nos cahiers des charges pour qu'elles ne soient pas exclues de fait en ayant des spécifications techniques trop pointues ou trop précises. Euh, voilà ce que je peux vous dire. Après, j'ai pas de aujourd'hui, je j'ai pas de réponse adaptée à votre question particulière, mis à part la meilleure connaissance du tissu économique, quoi. Alors c'est pas une question piège, hein, mais Non, non. le, le, enfin j'ai eu quelques échanges avant notre session avec d'autres entreprises de l'ESS qui sont sur le salon et qui disaient des fois c'est compliqué quand on répond à des marchés, on a l'impression de ne pas être reconnu en tant qu'entreprise de l'ESS si on n'a pas ces fameux critères. Donc c'est un peu l'idée. Effectivement, la connaissance du tissu économique, les différents échanges qu'il peut y avoir à l'occasion, à des occasions comme le salon ESS Sud, par exemple, et ben, ça permet de bien connaître les acteurs du territoire et de savoir les positionner, en quelque sorte, et de les valoriser tels qu'ils sont. Moi, juste pour compléter les propos de ma collègue de la région, en effet, bon, le but, c'est quand même de responsabiliser la commande publique. Donc, on va forcément aller, en tout cas, dans de l'intégration de dispositifs en faveur du développement durable. Donc, c'est l'environnement, c'est la partie sociale, c'est la partie économique. On va être sur des critères, mais on va être aussi sur des clauses, on va être sur des spécificités techniques dans le marché lui-même, donc gravé dans le dur. Après, je rejoins ce qu'elle disait, c'est-à-dire qu'on est aussi, nous, sur l'analyse du tissu économique de ces acteurs-là pour avoir une meilleure connaissance de leurs compétences et de leur savoir-faire. Après, on peut aussi, et c'est quand je parlais d'outils tout à l'heure en début de présentation, on parle aussi nous, en fait, on va essayer de travailler sur la structure même du marché, c'est-à-dire un allotissement qui va permettre aux entreprises de l'ESS de se positionner et d'éviter d'avoir des maxi lots ou en tout cas des lots qui vont demander voilà, des complexités immédiates d'investissement ou de mise en place. Enfin, le but, c'est d'arriver à pouvoir proposer des marchés qui soient attractifs pour tous. Donc, à l'outil, déjà, d'une part, hein, pour éviter que toutes les compétences soient confiées à la même entreprise. Donc, ça leur donne la possibilité, des possibilités supplémentaires de se positionner sur des prestations et aussi le fait d'allotir de manière réfléchie sur le découpage de la prestation en ayant vérifié en amont qu'on ait des entreprises qui seront en capacité de répondre de par leur apport technique. Donc nous, on mise aussi là-dessus sur le fait de pouvoir attirer les entreprises de l'ESS, non pas forcément par leur bénéfice environnemental ou social. On est d'accord, hein, tout le monde ne travaille pas forcément dans le social ou n'emploie pas des handicapés ou n'a pas une démarche environnementale. En revanche, on compte aussi beaucoup sur le fait de se démarquer, leur permettre de se démarquer par leur technicité et d'apporter la pierre à l'édifice à la qualité du marché. Donc voilà, il y a aussi, nous, c'est la formation qu'on compte apporter dans le Spazer. C'est toute la partie ingénierie contractuelle qui permet à ces entreprises de se démarquer. Voilà. D'accord. Effectivement, la question de l'allotissement, ça peut être un élément intéressant. On parlait tout à l'heure d'entreprises de l'ESS qui étaient en partie des petites entreprises et ça peut aussi faciliter le fait qu'elles puissent répondre à un marché, enfin un marché en tout cas avec un lot qui peut être dans leur capacité d'action, alors que parfois ça peut dépasser leur capacité ou leurs compétences et sont dans l'impossibilité de répondre à ce moment-là. D'accord, très bien. Si je peux me permettre, juste pour compléter, effectivement, donc on a l'allotissement, mais il ne faut pas oublier ces structures ont également la possibilité de se grouper entre elles. Hein. Donc, ça peut être intéressant aussi pour elles d'avoir une meilleure connaissance de ce dispositif, de cette possibilité de se grouper pour répondre aux offres sur lesquelles elles ne pourraient pas répondre seules, en fait. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que parfois, ça peut être compliqué. Le groupement, c'est une vraie solution.
Ça peut être compliqué à la mise en œuvre, mais en tout cas, ça permet d'apporter une réponse complémentaire, tout à fait. D'accord, très bien. Après, en termes de questions, on a une question qui est assez spécifique, qui vient de Monsieur Barthélémy Gardel, qui demande s'il est possible d'intégrer dans la commande publique l'utilisation de la monnaie locale. Alors ça, c'est très spécifique, mais quelle réponse pouvez-vous apporter à cette question précise? Alors là, moi, je serais très bien embêtée. Je suis assez embêtée. J'avoue que je ne saurais pas quelle réponse apporter. Je ne sais pas trop. Alors nous, c'est un sujet en fait dans le cadre des ateliers de travail de la mise en place et de la préparation du SPASER qu'on a abordé dans les pistes, en tout cas, qui permettaient du coup, parce qu'il faut savoir que la commande publique ne permet pas de privilégier des acteurs locaux, hein, c'est contraire au code de la commande publique. On peut utiliser l'ingénierie contractuelle qui va permettre à des acteurs locaux de se démarquer et du coup d'apporter leur plus-value, mais on ne peut pas faire en sorte de dire on ne veut que des entreprises locales. Donc c'est vrai que le fait d'intégrer la monnaie locale, enfin une monnaie locale permettrait en tout cas d'intégrer cette dimension-là. On en a parlé, honnêtement pour l'instant c'est pas encore, il y a des cas enfin on a déjà vu d'autres collectivités qui sont toujours un petit peu à la pointe, qui l'ont mis en place. On n'est pas encore hyper avancé sur le sujet, mais par contre, on a discuté, on n'est pas fermé à cette possibilité. Simplement, ça demande, en tout cas chez nous, de réfléchir sur la mise en œuvre juridique et correcte dans le cadre de nos marchés publics, quoi. D'accord, donc on voit en fait que de part et d'autre de l'échange, voilà, il y a quand même encore du chemin à parcourir. C'est très bien, vous avez déjà beaucoup avancé sur le sujet, mais évidemment, on ne peut pas tout connaître sur tout, qu'on soit une entreprise candidate ou qu'on soit un acteur de la commande publique. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'échanger en dehors des contextes des marchés, parce que le contexte est quand même très réglementé et comme vous l'avez dit, on peut pas toujours faire ce qu'on veut, d'autant plus si on évolue dans le domaine de la commande publique. Mais c'est toujours intéressant d'échanger et ces moments en font partie. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres où on pourra se parler et puis faire évoluer les choses. Et que tout le monde puisse avoir la possibilité de candidater. Et puis, ça permet aussi de stimuler la créativité et l'évolution des entreprises de l'ESS parce que, encore une fois, ce sont des entreprises qui doivent gagner en performance économique. Et pour gagner en performance économique, il faut aussi être challengé, y compris sur le domaine de la commande publique. Eh bien, belle conclusion, parce que je crois qu'on arrive, l'heure nous rappelle à l'ordre. Là, on arrive à la fin de cette web conférence. Merci à tous et à toutes d'avoir participé. Merci pour ces échanges qui étaient riches et précieux en expertise, en engagement, en témoignage. Et puis, écoutez, on poursuit, le salon se poursuit, il y a toujours les stands pour pouvoir continuer des échanges en dehors de cette conférence. Merci à tous. Merci à vous. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Merci. Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire.
sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux.